Bonjour à toutes et tous. Il y avait cette question, comment se fait-il que la drépanocytose soit aussi prévalente parce qu'elle protège contre le paludisme, alors qu'on voit des formes graves du paludisme chez les patients atteints de drépanocytose. Et donc c'est une espèce de paradoxe, c'est-à-dire que c'est le trait drépanocytaire qui protège contre le paludisme, alors que la drépanocytose maladie, elle aggrave, surtout sous la forme d'une anémie grave. Donc le trait drépanocytaire, c'est hétérozygote, hein, un exemplaire du gène, alors que la drépanocytose homozygote, elle, est aggravante. Et j'ajouterais même que, on le verra, et ça fera le lien avec la partie du professeur Dapa-Diallo, au fond, le paludisme aussi aggrave la drépanocytose, et c'est l'élément qui est le plus important d'un point de vue de la prise en charge clinique. Diapositive suivante. Merci beaucoup. Alors, petits éléments globaux sur le paludisme dans le monde du rapport de l'OMS de l'année dernière. Donc, il y a 241 millions de cas par an. Il y a eu plus de 600 000 décès et l'évaluation des cas a été réajustée par l'OMS, ce qui fait qu'on s'est aperçu qu'il y avait plus de décès que ce qui a été publié les dernières années. Et ce sont essentiellement des enfants de moins de 5 ans et de façon écrasante des décès qui surviennent en Afrique. Vous avez sur ces figures l'évolution au fil des 2 dernières décennies du nombre de cas et du nombre de cas en mortalité aussi. Et vous voyez que, assez tristement, l'année dernière a vu pour la première fois depuis longtemps une réaugmentation du nombre de cas qui est aux 2/3 due à un impact probable du Covid, mais pas uniquement. Et puis, j'ai mis à droite l'évolution de l'utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes. Et vous voyez que, assez curieusement, on ne sait pas pourquoi, en tout cas je ne sais pas pourquoi, les femmes enceintes utilisent moins les moustiquaires déjà depuis 3 ou 4 ans. Diapositive suivante. Donc, pourquoi et comment, hors du contexte de drépanocytose, un enfant en Afrique peut mourir du paludisme? En réalité, il y a 2 grandes formes cliniques de paludisme grave et non une seule, et elles sont assez clairement distinctes l'une de l'autre. La première, c'est l'anémie grave, hein, qui est là à gauche, et la deuxième à droite, c'est le neuropaludisme. Et ces 2 complications ne touchent pas exactement les enfants du même âge. L'anémie grave est plutôt une forme du nourrisson, alors que le neuropaludisme va plutôt être une complication de l'enfant un petit peu plus âgé, entre 2 et 5, 6 ans pour la plupart. Et puis ce que vous voyez sur ces schémas, qui sont assez parlants, issus d'une très grande étude menée en Gambie, si mon souvenir est bon, sur plusieurs milliers d'enfants atteints de paludisme grave, c'est que l'anémie grave, qui est cette boule rouge, est très étroitement associée à une splénomégalie, donc une rate de taille excessive. Alors que le neuropaludisme est associé à plein de complications et à la présence de très nombreux parasites, ce qui est quelque chose qui ne se voit pas dans l'anémie grave. Il y a des parasites, mais pas en nombre aussi élevé, d'une façon générale. Diapo suivante. Et donc, il va y avoir pas mal d'animations. L'idée, c'est de remettre sur un schéma assez simple les éléments de physiopathologie principale du paludisme grave. Et donc, si vous pouvez faire 3 ou 4 animations et continuer au fur et à mesure. Donc, le parasite est dans le sujet. Est-ce que vous pouvez avancer? Merci beaucoup. Dans le contexte le plus simple, il va y avoir un traitement. Ce traitement, continuer les animations, encore une fois, il y en a au moins une demi-douzaine, va tuer le parasite. Et l'image simple qu'on a, c'est le parasite va mourir, être mangé par un macrophage. Et donc, le parasite est éliminé. En réalité, et c'est le sens de cette animation, il ne faut pas oublier cette chose très simple que le parasite du paludisme est dans les globules rouges, pour la part essentielle de son cycle, et en tant que tel, il est donc en circulation. Et puis, animation suivante, et il y en a de nouveau une demi-douzaine. En réalité, quand le parasite mûrit et commence à se multiplier dans le globule rouge, il va induire l'adhérence du globule rouge parasité au vaisseau sanguin. Et vous voyez en haut à droite de l'image un petit vaisseau sanguin du cerveau dans lequel il y a une quantité de parasites considérable. La parasitémie peut monter à 80%. Et c'est tellement impressionnant que ça peut se voir au fond d'œil. Il y a tellement de globules rouges parasités qui ne contiennent plus d'hémoglobine que les vaisseaux deviennent orangés ou blancs et la rétine montre directement l'ampleur de l'atteinte dans le paludisme. Dernière animation de cette diapositive, et merci beaucoup pour votre aide.
Donc, il faut, quand on réfléchit à comment se passe le paludisme et comment il peut causer des dommages, il y a cette partie-là d'aller se mettre dans les organes et va les abîmer et expliquer bien le neuropaludisme en tout cas. Mais il y a aussi cette traversée de la rate régulière dont on va voir qu'elle a sans doute une influence. Et donc, l'image très résumée d'un globule rouge qui traverse la rate, c'est une étape très spécifique où le globule rouge doit se déformer pour passer dans des petites fentes. Et si vous pouvez mettre l'animation sur la vidéo centrale, vous allez voir à quel point la déformation des globules rouges est intense. Là, c'est un système de microfluidique qui mime la taille de ces petites fentes, et ça vous donne une idée de la déformabilité des globules rouges normaux, qui sont capables vraiment de cette gymnastique. Et puis, ça a été modélisé sur la petite vidéo de droite par des mathématiciens, et qui montre en gros qu'on arrive maintenant à reproduire sous forme de modélisation les images probables de ce qui se passe dans la rate. Animation suivante. Et donc, on imagine assez bien, il faudrait juste cliquer là maintenant, on imagine assez bien, et vous avez là un drépanocyte, donc un globule rouge qui est l'objet d'une falciformation intense dans la drépanocytose, que si le globule rouge est devenu très rigide à cause de la polymérisation de l'hémoglobine, il va avoir du mal à franchir la rate, et que ça peut être un des éléments de la complexité de la drépanocytose et de son lien avec le paludisme. Dia suivante. Donc, si on en revient, donc dia suivante, merci. Si on en revient à cet élément de rate filtre et est-ce que ça a une importance, en tout cas dans le paludisme, eh bien l'année dernière, il y a eu une analyse de rate de gens qui étaient morts d'accident de la route dans une zone hyper-endémique en Indonésie. Et j'ai mis le schéma essentiel de ce papier. Globalement, dans le paludisme à falciparum et encore plus dans le paludisme à Plasmodium vivax, la très grande majorité des parasites sont en réalité dans la rate chez les porteurs asymptomatiques chroniques. Donc, ça montre à quel point l'enrichissement de globules rouges parasités dans la rate peut être important. Il doit y avoir quelques animations et on pourra passer à la dia suivante. Donc, bien une demi-douzaine, c'était juste pour illustrer cette accumulation. Et donc, on voit bien, vous vous souvenez, on avait vu cette forme grave de l'anémie grave du paludisme, très associée à une grosse rate, à une splénomégalie. Et donc là, de nouveau, il y a quelques animations pour illustrer l'accumulation des globules rouges parasités et non parasités en amont de ce filtre qu'il y a dans la rate. Ça fait grossir la rate, ça enlève des globules rouges de la circulation. Et vous avez là l'image d'une rate, d'un patient qui a eu une forme grave. On voit qu'elle est totalement remplie de globules rouges, ce qui peut expliquer à la fois l'anémie et l'augmentation de taille de rate. Et là, on est dans le contexte d'un sujet qui n'est pas drépanocytaire. Diapo suivante. Et donc, il s'agissait là de poser le canevas général de paludisme et les grands éléments de physiopathologie. Si on en revient à ce que disait Frédéric Galacteros tout à l'heure sur la protection et cette dimension paradoxale de la protection chez les hétérozygotes et la gravité chez les homozygotes, vous avez une courbe qui est très importante et qui correspond à un travail ancien en réalité, dès les années 50, où vous avez le taux de survie sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, et le temps en âge chez les enfants en Afrique en fonction du fait qu'ils ont l'hémoglobine normale, AA, qui est en haut, la meilleure survie, soit la drépanocytose, la maladie donc homozygote qui est en bas, avec une mortalité précoce beaucoup plus importante, et puis les porteurs du trait drépanocytaire sont en fait, au-dessus, c'est ceux qui survivent le mieux. Donc, les gens qui sont A sont au milieu, voilà, et les AS sont au-dessus. Donc, le fait d'être drépanocytaire, enfin d'être hétérozygote, d'être porteur du trait drépanocytaire, confère un avantage de survie par protection contre le paludisme. Et donc, la question des quelques minutes qui me restent va être qu'est-ce que l'on comprend de comment le trait drépanocytaire protège contre le paludisme. Et puis, je dirai à la fin quelques mots de qu'est-ce que l'on comprend de pourquoi la drépanocytose et le paludisme peuvent au contraire donner une aggravation mutuelle. Diapositive suivante. Donc, cette coexistence du paludisme et de la drépanocytose est avérée à l'échelle globale sur ces cartes, mais il y a eu aussi de grandes études où à l'échelle régionale ou même d'un district, plus la fréquence est élevée de drépanocytose, plus souvent on voit une incidence élevée du paludisme. Le lien est très fort sur le plan géographique.
Dia suivante. Après, quand on en vient à vraiment la protection, il y a eu beaucoup d'études cliniques et j'ai mis là un résumé d'une étude qui a repris l'ensemble des études analysant la protection contre les différentes formes. Donc, il y a en rouge la protection contre le paludisme grave dans son ensemble, en orange la protection contre le neuropaludisme et en, disons, marron la protection contre l'anémie grave et puis en jaune le palud simple. Et chaque fois, dans ces méta-analyses, la ligne pointillée verticale centrale indique l'absence d'effet protecteur. Et on voit ici le trait drépanocytaire en vert en haut, l'homozygosie hémoglobine CC au milieu, et puis l'hétérozygosie AC en bas. Et vous voyez que quand c'est protecteur, c'est de plus en plus décalé sur la gauche. Et on a des protections qui sont de l'ordre de 90% contre l'ensemble des formes graves chez les porteurs du trait drépanocytaire, alors que la protection conférée en Afrique de l'Ouest dans certains foyers par l'homozygosie CC existe, et en général significative, mais de moindre ampleur. Et l'hétérozygosie AC est à peine protectrice. Diapo suivante. Donc tout ça pour dire que la protection est bien avérée par des grandes études. Et puis, il y a eu des grandes études génétiques, et je n'entrerai pas dans le détail. Ici, vous avez l'ensemble des chromosomes qui ressemblent à ce qu'on appelle un Manhattan plot. Donc c'est l'analyse de mutations et de leur lien avec la protection contre le paludisme grave. Chaque petit point correspond à une mutation et les bandes de couleur correspondent à des chromosomes. Et donc, vous voyez que la mutation HBS est celle qui donne la protection la plus élevée. Plus le point est haut, plus la protection est importante. Mais ça n'est pas la seule source de protection, même si c'est celle qui est la plus puissante. Diapo suivante. Donc, si on en arrive au mécanisme, malheureusement, je dois admettre qu'il y a des situations où, quand on cherche les mécanismes, on n'en trouve aucun. Or, c'est un peu l'inverse. Des mécanismes potentiels de protection conférés par le trait drépanocytaire contre le paludisme, il y en a au moins 5 ou 6 publiés. Et la difficulté aujourd'hui, c'est plus de savoir quel est celui qui est le plus pertinent ou le plus solide que d'en trouver un qui soit éventuellement convaincant. Et globalement, dans cette revue qui date déjà d'il y a quelques années, il y avait plusieurs éléments qui pouvaient induire la protection. D'abord, peut-être que les parasites ont plus de mal à se multiplier dans des globules rouges qui contiennent de l'hémoglobine S. Ça a l'air d'être un élément peu puissant. Soit il y a moins d'inflammation endothéliale, et donc ça va protéger contre certaines manifestations de la drépanocytose, soit ce phénomène d'adhérence des globules rouges parasités que je vous ai montré comme responsable du neuropaludisme est devenu moins puissant, et donc les globules rouges parasités collent moins, et il y a moins de complications. Et animation, un jeune malien brillant qui c'est Nadia Diakité, pardon, il faudrait revenir juste un peu en arrière, voilà, avait fait sa thèse avec nous, et globalement, ça avait l'air d'être vraiment cytoadhérence et rosetting, qui était l'élément majeur de protection. Dia suivante, et ce sera un peu la fin sur la partie protection. Donc, globalement, ça schématise le fait que si vous êtes porteur à gauche de l'hémoglobine AA, donc globalement ce qu'on appelle le phénotype sauvage, il n'y a pas de protection contre l'infection par plasmodium, et il y a un taux de mortalité assez élevé, de forme grave. Si au milieu, vous êtes porteur du trait drépanocytaire, vous êtes non seulement protégé contre l'infection, et très fortement protégé, même si vous êtes infecté, contre les formes graves, et si vous êtes drépanocytaire, malade, homozygote, il y a une certaine protection contre l'infection, mais si vous êtes infecté, vous avez un risque plus élevé d'avoir une forme grave, ce qui explique assez bien le paradoxe et la question qui était posée tout à l'heure dans la discussion. Donc le trait drépanocytaire protège contre l'infection et les formes graves, la drépanocytose protège contre les infections, mais pas contre l'anémie grave. Diapo suivante. Voilà, et donc une des explications potentielles, ce serait que au moment, chez un sujet drépanocytaire, le fait d'être infecté pourrait précipiter la rétention dans la rate de globules rouges parasités ou non, et donc de précipiter un accès anémique grave, et ça explique potentiellement bien cette corrélation. Ceci est une hypothèse aujourd'hui qui n'est pas soutenue par des données expérimentales solides, c'est plutôt un axe de recherche. Diapo suivante. À retenir, il y a beaucoup de mécanismes potentiels de protection, mais finalement, il y a quelque chose de simple médicalement.
il faut très bien prévenir et traiter l'infection par Plasmodium chez le patient drépanocytaire. Voilà, je laisse la parole au professeur Dapa Diallo sur la partie traitement.